Bonjour à tous. Dans cette section-ci, on va faire bien sûr les activités des sections 1.3 sur l'organisation du tableau périodique, la périodicité et le modèle atomique selon notre ami Lewis. On commence avec les exercices de révision sur les termes, sur la nomenclature, c'est-à-dire les noms utilisés. Ici, on associe bien sûr une case. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une colonne que nous appelons des familles chimiques. Une famille. En C, on voit cette belle diagonale saccadée qui représente l'escalier, un escalier imaginaire, le long duquel on va retrouver des éléments métalloïdes et pas ailleurs dans le tableau. Sur une ligne horizontale, on appelle ça bien sûr une période. Le numéro d'une période correspondant au nombre de couches électroniques qu'il y a autour d'un atome. Maintenant, on embarque sur quelque chose de très significatif aussi, les informations qu'on trouve dans une case du tableau. Le 6 pour le carbone correspond à son numéro atomique, qui est le même que le nombre de protons contenus dans son noyau. En H, il s'agit de son symbole chimique. Les symboles chimiques sont reconnus internationalement, donc ce sont les mêmes lettres qu'on utilise dans différentes langues. Le nom peut changer. Exemple, le fer, dont le symbole est Fe. En anglais, le symbole va rester Fe, mais le nom va passer pour iron. Le carbone est son nom de cet élément-là. Effectivement, on parlait du nom de l'élément. Nom de l'élément. Et en H, pas en H, mais en F plutôt ici, on retrouve la masse atomique relative, donc une moyenne des masses relatives de cet atome-là, incluant ses isotopes. Donc une masse atomique. Le relatif ne rentre pas. Ensuite, à la question 2, on va cocher les éléments. On va cocher la catégorie à laquelle se rapportent les éléments qui sont donnés là. Alors, ils sont tous, à l'exception de l'hydrogène, situés à droite de l'escalier. Alors, s'ils sont à droite de l'escalier, ce sont les non-métaux. Ils sont bons conducteurs électriques, d'accord, comme les métaux, de chaleur, réagissent aussi au contact d'un acide. Ce sont les métaux. Leurs propriétés varient et ils sont généralement peu réactifs. Alors là, il s'agit des métalloïdes. Certains métalloïdes sont brillants, d'autres ne le sont pas. Certains conduisent l'électricité, d'autres ne conduisent pas. Ils sont souvent gazeux à température ambiante. Il s'agit des non-métaux, cette fois-ci. Pensons à l'oxygène, l'azote, le fluor, l'hélium et compagnie. Ils sont tous situés à gauche de l'escalier. Cette fois-ci, ce sont les métaux. Et puis dernière, ils sont brillants, malléables, généralement solides à température ambiante. Encore une fois, les métaux sont ainsi. Catégorie d'éléments dans le tableau périodique. Les métaux, les métalloïdes, les non-métaux. À la page suivante, page 25. Association de termes avec les définitions. Vous voyez, on est encore dans le vocabulaire. C'est pas complexe, là. Il faut bien apprendre par cœur toute cette description. Groupe d'éléments. Groupe d'éléments qui ont des propriétés chimiques semblables. Dans ce cas-ci, on va parler de la famille, parce que nous n'avons pas ici les catégories comme métaux, non-métaux. Donc, dans les choix qu'on a, il s'agit de la famille. Les périodes regroupent les éléments, mais dans une période, les propriétés changent beaucoup. Alors ici, on regroupe des éléments qui ont des propriétés semblables. Mesure de la quantité de matière présente dans un atome. Vu que la masse des électrons est négligeable, ce qui compte dans les atomes, c'est la quantité de protons et de neutrons. Et ça correspond à sa masse atomique. Une quantité de matière, une masse, bien sûr. Une masse atomique. Représentation qui regroupe les éléments connus, classés selon certaines propriétés chimiques et physiques. Il s'agit du tableau. Le tableau. Il est périodique, c'est un adjectif périodique ici. Il y a une périodicité qu'on a étudiée. Pério. J'ai oublié mon O. Et voilà. Pério. Dit que. La particule qui est négative, particule de charge négative sur la dernière couche d'un atome. Alors, on pense à l'électron, charge négative, mais de la dernière couche, il s'agit d'un électron de valence. Électron de valence.
Indication du nombre de protons contenus dans le noyau. Alors, ce qui nous indique le nombre de protons est le numéro atomique. Numéro atomique. L'ensemble d'éléments qui présentent le même nombre de couches électroniques. Alors, tous les éléments qui ont le même nombre de couches sont couchés sur la même période. L'ensemble d'éléments qui présentent le même nombre d'électrons sur leur dernière couche, on va faire revenir la description ici pour une famille. Au sein d'une famille, ils ont tous le même nombre d'électrons sur la dernière couche, sauf pour la famille des gaz inertes. L'hélium faisant exception avec 2 au lieu de 8. Alors, les informations utiles à trouver sur le tableau périodique. Quelle information permet de trouver le nombre d'électrons de valence? Il s'agit du numéro en chiffres romains, donc le numéro de la famille. Le numéro de la famille. Attention, il faut regarder le numéro en chiffres romains. Parce que plusieurs tableaux périodiques, dont celui qu'on trouve dans le carnet scolaire, vont aussi numéroter de 1 à 18. On n'a pas à s'attarder à ces colonnes-là. On va toujours faire attention aux chiffres romains qui sont présentés. C'est eux qui vont nous indiquer le nombre d'électrons de valence. Qu'est-ce qui nous indique le nombre de couches électroniques? Bien, ça va être plutôt le numéro de la période qu'on trouve à gauche, à côté de chaque rangée horizontale. Alors, il s'agit ici du numéro de la période. Et qu'est-ce qui nous indique le nombre de neutrons dans un atome? Bien, il va s'agir là de la différence entre le nombre de masse et le numéro de l'élément. Donc, on pourrait dire la différence, une soustraction, la différence entre le nombre de masse et le numéro atomique. Numéro atomique, qu'on peut résumer en faisant A moins Z. Quelques questions de compréhension et d'utilisation du tableau périodique maintenant. Alors, avoir un tableau avec nous, ça m'a été pratique, tout comme pour vous. Alors, voici la correction de cette activité-là. Quel est le symbole du brome Br minuscule? Quelle est sa catégorie? On ne parle pas de la famille ici, on parle de sa catégorie. Donc, on va dire que ce sont les non-métaux. Non-métaux. Son numéro atomique. Ben, le brome, son numéro atomique est de 35. 35. Combien possède-t-il de couches? Pas 3, 4. Première, deuxième, troisième, quatrième période. Donc, 4 couches électroniques. Nombre d'électrons de valence, famille numéro 7 en chiffre romain. Donc, 7. Et nombre de neutrons, on va prendre la masse atomique moins le numéro de l'élément. Donc, la masse atomique arrondie, on est à 79,9, ce qui nous fait 80. 80 moins 35, à moins que je me trompe, ça fait 45. On va procéder, bien sûr, de la même façon pour les autres. Alors, vous avez complété votre activité. Vous allez pouvoir vous corriger avec cette version-ci. Alors, l'azote, le N, dans les non-métaux, NM. Non-métaux, lui aussi, numéro 7, 2 couches électroniques, 5 électrons de valence, P, une quantité de neutrons de 7 également. 7 et 7 donnent son nombre de masse de 14. Silicium, allons-y avec les colonnes. S-I, M, G, N, E, pas d'accent. N, A, C, A, H, E, pas d'accent. Alors, silicium, lui, on va le trouver dans les métalloïdes. Il est sur une marche d'escalier. Magnésium, métal. Le néon, non métal. Le sodium, métal. Calcium, métal. Et l'hélium, non métal. Voilà. Pour le numéro atomique de chacun au silicium, pardon, on a 14. Magnésium, c'était 12. Le néon est à 10.
11, calcium 20, hélium 2. Nombre de couches, silicium, encore une fois, 1, 2, troisième période, donc 3 couches électroniques. Le silicium, nombre d'électrons de valence. L'électron de valence, il est dans la famille 4, donc 4 électrons de valence. Et nombre de neutrons, on prend sa masse atomique arrondie, 28,09, ça donne 28. 28 moins les 14 protons, il reste 14 pour les neutrons. Alors, si on poursuit rapidement, 12, il y en a 3. Il y en a 2, et la différence est aussi de 12 pour 24 de masse. Et le néon, il a 2 couches, 8 électrons de valence, avec à peu près un petit peu plus là, avec autant de neutrons que de protons. Sodium, 11, 23, donc on est à 12 ici. Sodium est notre troisième. Et puis, un seul électron de valence, ce qui explique sa grande réactivité. Calcium, 4 couches, 2 électrons de valence, 20 neutrons. Et puis, une couche, 2 électrons de valence pour l'hélium, mais attention, 2 sur 2, hein, sa dernière couche, elle est complète. Et bien sûr, 2 neutrons suffisent à tenir son noyau. Bon! Est-ce qu'on a besoin d'explications pour la page suivante? Ça va assez rapidement, il s'agit juste de les classer dans les bonnes familles. Quels sont les éléments qui font partie de la famille des alcalins? Ben, on avait ici par symbole, là, si on met leur symbole des alcalins, le sodium, puis le rubidium. Donc, on avait Na et Rb. Oups, j'ai mis... C'est pas un beau R, ça. Rubidium. Ben, je mets les symboles, je sais très bien que j'arriverai pas à écrire 2 ou 3 éléments là-dedans. Les halogènes. Les halogènes à droite du tableau, c'est cette famille ici, la famille 7. Les halogènes, bon, c'est bien flou, ça. Ouh! La famille 7 est la famille des halogènes. Alors, quels sont les représentants ici? On reconnaît l'iode et puis le brome. Donc, dans les halogènes Br et I. I majuscule, je vais y ajouter ici là, les petites barres en haut et en bas pour les distinguer d'un 1. Les alcalinaux terreux, je reconnais le calcium, je reconnais le magnésium, en ordre donc Mg et puis Ca. Puis pour les gaz inertes, hélium et argon. H-E-A-R, parce que Ag, c'est l'argent. Coche là où les familles associées à chaque énoncé. Donc nous avons nos 4 familles principales à retenir cette année, sont très réactifs. Ah, ben là, on va peut-être cocher plus qu'une famille là-dedans. Les alcalins, les alcalinotéreux et les halogènes sont très réactifs. Les gaz inertes ne le sont pas du tout. Ils possèdent 7 électrons de valence. Uniquement les halogènes. Dans la nature, ils ne forment pas de composés. Alors, tous ceux qui sont très réactifs, on va les retrouver sous forme de composés. Si dans la nature, ils ne forment pas de composés, c'est parce qu'ils sont déjà stables. Il s'agit des gaz inertes. Ils sont à l'état gazeux à température ambiante. Ils sont tous à l'état gazeux. Alors, il n'y a pas d'exception, c'est les gaz inertes. Ils possèdent un seul électron de valence, c'est la job des alcalins, de la famille numéro 1, un seul électron sur leur couche externe. Ils brûlent facilement en présence de chaleur. Bon, ça a été mentionné comme information factuelle sur les alcalinotéreux. Dans la nature, ils sont présents uniquement sous forme de composés. Alors, tous ceux qui sont très réactifs se trouvent dans la nature sous forme de composés. Ils existent? Oui, ils existent, mais pas sous forme pure. Ils sont toujours liés à un autre atome pour les stabiliser. Ensuite, décrit chacun des éléments suivants à partir des principales caractéristiques. Quelle est sa famille? Il est dans quelle période du tableau? Ainsi, de quelle catégorie d'éléments fait-il partie et combien de couches électroniques possède-t-il? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? On peut dire que le potassium, il est dans la famille numéro 1. Donc, il possède un électron de valence. On peut dire que c'est un métal, donc c'est une matière relativement molle. On voit qu'il est dans la 4e période, donc il possède 4 couches électroniques grâce aux informations que nous avons dans le tableau. Alors, quelles sont ses principales caractéristiques? On pourrait mentionner un électron de valence, 4 couches
électronique. Très réactif. Très mou. Qu'est-ce qu'on mentionnait aussi? Les métalliques. Et c'est un alcalin. Voici des informations. Les réponses peuvent varier, mais comprenez que grâce à sa famille, son numéro de période, sa catégorie et son nombre de couches, on trouve toutes ces informations-là. Donc, il faut bien sûr savoir par cœur que les alcalins sont très réactifs. Les métaux sont des substances relativement molles et brillantes et conductibles, conducteurs d'électricité. Alors, le fluor, lui, le fluor F, ben, on le retrouve à droite de l'escalier. Ainsi, c'est un non-métal. Il est aussi gazeux. C'est un désinfectant naturel, comme le chlore et le broméliode. Ils sont très réactifs, étant dans la famille numéro 7. Ils ont 7 électrons de valence. C'est des informations qu'on a sur le fluor en regardant sa position, en observant sa position dans le tableau. Alors, 7 électrons de valence. Seulement 2 couches électroniques. Deux couches électroniques, et non pas une. On dirait qu'il n'y a personne au-dessus de lui, mais rappelons-nous que la première couche, c'est la première période de l'hélium. Donc, deuxième, troisième, quatrième, 5, 6, 7. Il est bel et bien dans la deuxième période, possède donc 2 couches électroniques. Qu'est-ce qu'on avait mentionné? Est-ce qu'il est très réactif ou peu réactif? Oui, un halogène, c'est très réactif. Ce n'est pas quelque chose de mou, c'est quelque chose de gazeux. C'est un halogène non métallique. Non métallique. Donc, non conducteur, terne, bien sûr, c'est un gaz. Le néon, particularité, il est dans la famille des gaz inertes. Il a 8 électrons de valence. 8 électrons de valence sur 8, donc très stable. Très stable chimiquement. Chimiquement. Il ne veut pas faire de relation chimique, de réaction chimique avec d'autres atomes, pas entrer en relation avec d'autres éléments. Très stable chimiquement. Il est gazeux, comme tous les gaz inertes. Il est gazeux. Et il possède 2 couches électroniques. Ce sont des informations qu'on peut recueillir sur le néon. Électronique. Pardon. Ensuite, pour les 20 premiers éléments du tableau, précise le nombre maximal d'électrons qu'on peut trouver sur la première couche. Tout le monde se souvient que c'était de 2 électrons. Et pour les deuxième et troisième, ce sera de 8. Pour les 20 premiers, plus que ça, quand on sera rendu à avoir peut-être une trentaine de protons, une trentaine d'électrons, les orbitales vont commencer à s'hybrider et on va pouvoir accueillir plus d'électrons sur certaines couches. Page suivante, 10. Numéro 10. Voici les représentations de 2 éléments. Représente-les maintenant selon Lewis. Ça, moi, j'aimais ça quand j'étais étudiant parce que la représentation de Lewis était beaucoup plus simple. On représente le symbole de l'élément et le nombre d'électrons de valence, tout simplement. Alors, quel est le symbole d'un élément qui a 8 protons? Bien, il s'agit de l'élément numéro 8. C'est l'oxygène. On va lui faire un O pour la lettre de son symbole. Combien on va faire de points autour de lui pour présenter ses électrons de valence? Bien, il est dans la 6e famille. Il a donc 6 électrons de valence. On les voit ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 électrons de valence. Rappelons que la couche de valence est la dernière, la plus éloignée du noyau. Donc, on va faire 6 points. Je les fais dans l'ordre. 1, 2 à droite, 3, 4 à gauche. Et on fait un deuxième tour. En haut, 5 et 6. Voilà l'oxygène, selon Lewis, beaucoup plus court à produire. Alors, de la même façon, pour un élément qui a 10 protons, il s'agit ici du néon. Le néon, la mine de crayon ne veut pas collaborer. Le néon, lui, il a ses 8 électrons de valence sur la couche externe. Donc, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. 8 petits points, 8 petits électrons de valence. Continuons avec le décompte des électrons de valence qui sont révélés par le numéro de la famille chimique en chiffres romains. Alors, combien d'électrons de valence possède l'antimoine? On fouille pour trouver l'antimoine. L'antimoine, il est ici SB de son ancien nom stibidine. L'antimoine dans la famille V, qui veut dire 5, 5 électrons de valence. Le fluor de la famille 7, 7 électrons de valence. Le soufre, même famille que l'oxygène, 6. Le gallium, Ga, Ga, il est ici. Ga est dans la famille 3. Famille 3, 3 électrons de valence. Notons que on peut facilement distinguer ça parce qu'on parle ici des éléments qui sont dans les familles A, c'est-à-dire les colonnes les plus hautes du tableau. Pour les colonnes basses, qu'on appelle les catégories B, pas les familles, mais les catégories B, ce sont des éléments de transition et la façon dont sont disposés les électrons sur la dernière couche peut varier. Donc, le nombre en chiffres romains ne représente pas toujours efficacement le nombre d'électrons de valence. On ne vous questionnera pas sur ceux-là. Césium, symbole CS dans la première famille, 1 électron de valence. Le xénon, un gaz inerte, 8 sur 8. Le carbone, en plein centre, 4 électrons de valence. L'aluminium, comme le gallium, 3 et le beryllium, 2. Maintenant, on va représenter ces éléments-là selon la notation de Lewis. Pour l'argon, on met son symbole, AR. Et vu qu'il a 8 électrons de valence, 8e famille, 8 petits points autour de lui, 4, 5, 6, 7, 8. On doit toujours s'imaginer qu'il y a un carré imaginaire autour de l'élément et on place nos électrons le long des lignes le plus au centre possible. Moi, ici, là, c'est pas super joli. Je vais me rattraper avec le césium, CS pour le césium. Cr, c'est le chrome. Ce, c'est le cérium, il me semble. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui commencent par C. Il est dans la famille 2. Alors, non, excuse-moi, 1. La famille 1. Alors, un seul point, en plein centre, en haut. On commence toujours par en haut. Le phosphore, maintenant qu'à lui, est dans la famille numéro V. Donc, 5. P. 1, 2, 3, 4, c'est déjà plus propre. Et un cinquième qui fait un couple en haut, qu'on va appeler un doublet, par rapport aux électrons qui sont célibataires sur les autres côtés. Le potassium, kalium K, avec un seul électron de valence. Hydrogène, hydrogène H, un seul point. Le calcium Ca, 2 électrons de valence pour la famille 2. Les alcalino-terreux, répétez-vous ça, répétez-vous le nom des familles qui sont connues à chaque fois pour vous aider à les mémoriser. Aluminium, bon, c'est sûr que si je fais AL, ça ressemble à AI, alors je vais y mettre un L script, comme ça, pour, en lettres attachées, pour bien le distinguer d'un I majuscule. Il est dans la famille III, c'est-à-dire 3 en chiffre romain. Puis le chlore, c'est L, lui aussi L minuscule. Lui, par contre, on va le trouver dans la famille 7. On va donc faire 7 points autour pour représenter ces 7 électrons de valence. Et on remarquera que pour lui, il a déjà 1, 2, 3 doublets qui sont faits autour de lui. Ça aide beaucoup à sa stabilité. Il a un seul électron de valence, par contre, ici. En fait, ça n'aide pas nécessairement à sa stabilité, c'est qu'on dit, waouh, ils sont tous déjà en couple. Il n'y a que moi qui est célibataire. Ça va le rendre très agressif pour essayer de recevoir un électron manquant et de compléter sa dernière couche. Ce sera identique pour le brome. Hein? Le brome et le chlore auront la même configuration de Lewis parce qu'ils sont tous les deux dans la famille numéro 7. Toc, 5, 6 et 7. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, nord, est, sud-ouest, pour placer les 7 électrons de valence. Notre ami le soufre S est dans la même colonne que l'oxygène, c'est-à-dire la famille 6. Il lui faut 6 petits points. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, certaines personnes vont mettre le 6e point en bas. Ce n'est pas le bon protocole, mais ça s'encaisse. C'est acceptable. Ce n'est pas la fin du monde. J'aimerais mieux, par contre, qu'on respecte toujours l'idée de tourner dans le sens horaire. Le magnésium, lui, Mg famille 2, donc 2
points pour les 2 électrons de valence sur sa dernière couche. 2, 8, 2 est sa configuration complète. Et le sodium natrum, alors 1, 2, non, un seul. Ben, c'est fini, Le sodium est dans la famille numéro 1, un seul électron de valence. Voilà pour cette première partie. On va faire une deuxième capsule vidéo pour les pages 29 et 30. Pas 29, mais plutôt 28 et 29 pour expliquer un peu plus la périodicité. Oh, et puis non, on n'en fait pas d'autre. On fait ça directement maintenant. On a le temps. Hein? Courage! Courage. C'est pas si long que ça. Bien, je m'attendais à ce que les questions sur la périodicité soient très longues, mais finalement, c'est pas si pire. Hein? C'est pas si pire. Ça prend de l'étude. Évidemment, ça prend de l'étude. Bon, allons-y tout de suite. Faisons pas d'autres vidéos, là. Prenons 5 minutes de plus. Indiquons ici les propriétés des éléments qui correspondent à chaque description. L'énergie nécessaire pour arracher un électron à un autre atome. Alors, à quel point il est violent pour arracher les électrons des autres? Il s'agit ici de l'électronégativité pour sa force, mais l'énergie nécessaire, c'est l'énergie de première ionisation. C'est en lien avec l'électronégativité. On va parler de énergie d'ionisation B. Je comprendrais quelqu'un qui s'est trompé et qui a mis électronégativité, parce que ça a rapport avec sa capacité à arracher un autre électron. Plus on est électronégatif, plus on est fort pour arracher un électron. Cependant, l'énergie nécessaire pour l'arracher, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça va suivre la même tendance, mais on parle plutôt d'une quantité d'énergie à dépenser pour lui arracher un électron, à cet élément-là. Donc, un élément qui est très électronégatif, ça va coûter très cher pour lui arracher son électron parce que lui, un élément électronégatif, il veut les garder. Il veut arracher ceux des autres. C'est tout un prédateur atomique. La distance moyenne entre le centre du noyau et de l'atome, c'est le rayon atomique, ça, la distance d'un rayon. La capacité d'un atome à réagir sur l'effet de chaleur-lumière au contact d'autres substances. Pas nécessairement d'arracher des électrons, mais de réagir. Là, on parle de D, sa réactivité. Et finalement, là, oui, capacité d'attirer les électrons des autres éléments. Ça, c'est A, c'est l'électronégativité. Pour la 14, on dit d'observer le diagramme suivant. On n'a pas vu de diagramme comme ça, il faut l'observer, comprendre comment ça fonctionne. Le titre est « La variation du rayon atomique en fonction du numéro de l'atome ». Variation du rayon en fonction du numéro. Alors, à gauche, on a le rayon atomique en picomètres, de 0 à 350 picomètres de rayon. Et en bas, nous avons effectivement les numéros atomiques d'environ 86 atomes, 86 premiers éléments du tableau. Ce qu'on remarque, c'est que pour l'élément, par exemple, ici, le numéro 1, son rayon atomique est d'environ 50, mais l'élément numéro 2 est plus petit, autour de 30. Comment ça se fait? Comment ça évolue tout ça? Bien, remarquez qu'il y a des lignes verticales qui séparent les différentes périodes. Dans la période 1, on retrouve l'hydrogène et l'hélium. On a donc le rayon atomique de l'hydrogène et ensuite le rayon atomique de l'hélium. On remarque que l'hélium est plus petit que l'hydrogène parce qu'il a autant de couches électroniques, mais il a plus de protons pour attirer les électrons. Donc, les électrons sont un petit peu plus près du noyau. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ça monte autant? C'est parce qu'on vient d'ajouter ici au troisième élément, le lithium, on vient d'ajouter une deuxième couche électronique. Donc, pouf, on devient déjà beaucoup plus gros. Et plus on avance à l'intérieur de la période 2, le lithium, le magnésium, le beryllium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor et le néon, plus on avance dans la période, plus on rapetisse en rayon atomique, parce qu'on a davantage de protons pour attirer les électrons. Donc, les atomes sont plus écrasés sur eux-mêmes à cause des protons au centre qui vont les attirer. Alors voilà, on a fait des observations. Répondre aux questions. Quelle famille possède les plus grands rayons atomiques dans chaque période? Alors, quelle famille d'éléments possède les plus grands rayons atomiques pour chaque période? Alors, par exemple, dans la période 2, ici, quelle est la famille qui a les plus grands? Alors, si c'est les gaz inertes, là, on a les halogènes, les alcalino-terreux et les alcalins. Le lithium a la plus grande quantité de... Pas la plus grande quantité, le plus grand rayon atomique. Et ici, dans la troisième période, ben, c'est le sodium, le numéro 11, l'élément numéro 11. Si on suit en bas, l'élément numéro 10 et l'élément numéro 11. Alors, l'élément 11 étant le sodium, c'est lui qui a le plus grand rayon de sa période. Et ici, on a le potassium. Alors,
Quel est le nom plutôt là, de la famille de ces éléments-là? Il s'agit des alcalins. Ce sont les alcalins qui ont le plus gros rayon de leur période. On arrive ici au gaz inerte et pouf, on recommence. Alcalin, alcalino-terreux, un paquet d'éléments de transition, halogène et gaz inerte. Boum, on recommence. Alcalin, alcalino-terreux, un paquet d'éléments de transition, halogène et boum, gaz inerte pour la dernière. Alors, quelle famille possède les plus petits rayons atomiques de chaque? Ce sont les gaz inertes, parce que c'est eux qui ont le plus de protons pour attirer leurs électrons avant d'ajouter une couche supplémentaire. Les gaz inertes. Vrai ou faux? Si c'est faux, rectifie-le. Dans une période, le rayon atomique tend à augmenter de façon régulière. Donc, dans une période, le rayon tend à augmenter entre les métaux et les non-métaux. Est-ce que c'est vrai, ça? Non. Plus on avance dans la période, début de la période, fin de la période, le rayon diminue. C'est l'inverse. Alors, c'est faux. En fait, le rayon diminue. Le rayon diminue. En progressant dans une période. Moi, je le représente comme ceci, mais toute phrase tout à fait similaire serait aussi bonne en progressant dans une période. Voilà. Dernière page. Voilà. Consultez le tableau périodique pour répondre. Nomme l'élément ou la famille d'éléments qui correspond à chaque énoncé. C'est l'élément le plus électronégatif du tableau périodique. Le plus électronégatif. Bon. Où est-ce qu'on a ça ici, pas loin? Le plus électronégatif du tableau périodique. Électronégatif veut dire qu'il a une grande force pour arracher les électrons. Alors, qui veut arracher des électrons là-dedans? Ce n'est pas les métaux, ils veulent les donner. Il s'agit des non-métaux. Mais lequel, parmi eux, est le plus fort pour arracher des électrons? Il s'agit du fluor. On aurait tendance à dire, on va aller complètement dans le coin pour penser à l'hélium, mais l'hélium n'a aucun intérêt à arracher un électron. Il a déjà une dernière couche qui complète à 2 sur 2. Ça lui rajouterait une couche supplémentaire. C'est donc le fluor qui est l'élément qui a la plus grande électronégativité. Son rayon atomique est petit, ce qui lui permet de s'approcher facilement des autres atomes, des autres éléments. Et sa dernière couche est à 7 sur 8. Il ne manque qu'un seul électron pour la compléter. B. Famille d'éléments dont l'électronégativité est presque nulle et l'énergie de première ionisation est très élevée. Alors, qui a une électronégativité presque nulle? Qui ne veut absolument pas gagner des électrons? Ben, il s'agit des gaz inertes. Leur couche est déjà parfaite telle qu'elle. Elle est complète. 2 sur 2 pour l'hélium, 8 sur 8 pour tous les autres membres de la famille. L'élément qui a le plus petit rayon atomique, alors l'élément avec le plus petit rayon atomique, ben, c'est pas l'hydrogène. L'hydrogène est le plus simple, un proton, un électron, mais l'hélium, avec ses 2 protons, va réussir à retenir ces 2 électrons plus près de son noyau, donc diminuer son rayon. Famille d'éléments dont l'énergie de première ionisation est la plus faible. Alors ça, c'est l'énergie nécessaire pour lui arracher un électron. La famille où est-ce que ça va coûter le moins d'énergie, ça va être la famille des, il me semble, c'est des alcalins, ça, si on regarde ça ici. Pour l'énergie de première ionisation, quelle est la famille avec la plus petite valeur en kilojoules par mol? C'est la famille du lithium. L'hydrogène n'en fait pas partie. On va donc mentionner plutôt la famille des alcalins. Ils ont un seul électron de valence. Ils ont envie de s'en débarrasser. Ce ne sera pas difficile de l'arracher. Cet électron-là, il est loin du noyau. Alors, c'est facile de s'en départir. Ça coûte peu d'énergie. Question 16. Ben là, c'est spécial. On a une autre propriété périodique. La conductibilité électrique en fonction du numéro atomique. On demande en premier
Combien de périodes ce diagramme présente-t-il? Justifie ta réponse en traçant des traits verticaux dans le diagramme. Nya! Faire des traits verticaux. On a ici les numéros atomiques. Mais quels éléments font partie de la première période? Dans la première période, nous avons l'élément 1 et l'élément 2, l'hélium et l'hydrogène. Donc, le 1 et le 2 font partie de la première période. Ça veut dire que tout de suite après ça, ligne verticale. Ici, c'est la période 1. La deuxième période commence avec le lithium et se termine avec le néon numéro 10. Alors, numéro 3, le lithium. Numéro 4, le beryllium. 5, oh, regarde, on retombe. La conductibilité électrique devient nulle pour le bore, le carbone, l'oxygène, l'azote, l'oxygène et le fluor. On retombe à une électronégativité nulle, pas une électronégativité, une conductibilité électrique nulle, même pour le néon. Et ensuite, subitement, quand on arrive au sodium, boum, on remonte beaucoup. Alors, le changement de période se fait ici, entre l'élément 10 et 11, entre le néon et le sodium, entre 10 et 11. On a une autre famille, pas une autre famille, mais une autre période, la période 2 qui a duré là. Ensuite, prochaine, qu'est-ce qu'on fait? On a donc sodium, on a magnésium, aluminium, et boum! Silicium, phosphore, soufre, chlore et argon, numéro 18. On finit la période avec l'argon, on en crée une nouvelle, donc une nouvelle couche électronique pour le potassium, le calcium, et tout un paquet d'éléments comme le scandium, le titane, vanadium, le chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel, le cuivre, conductibilité électrique extraordinaire pour le cuivre. Hein? C'est pour ça qu'on en fait beaucoup de pièces en électrique. Le zinc aussi, qui n'est pas pire. Et puis là, boum, on retombe, le gallium, germanium, on retombe à zéro jusqu'à l'élément 36, jusqu'au krypton. Donc, on a la période 1, la période 2, la période 3. Et ici, tout ça, c'est la période 4. Elle se termine ici, la période 4, tout de suite après l'élément numéro 36. On y voit donc 4 périodes. Le diagramme montre que certains éléments ont une conductibilité nulle ou presque nulle. À quelle catégorie appartiennent-ils? C'est qui ça? Le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, par rapport aux deux premiers. Les deux premiers sont des métaux, alors que les autres de la période sont des non-métaux ou métalloïdes. Alors, ce sont des mauvais conducteurs, ce sont toujours les non-métaux, qui sont de très mauvais conducteurs. Et quel élément du diagramme a la plus grande conductibilité? Bien, la valeur de la conductibilité est plus grande pour l'élément numéro, blablabla, on descend ici, on tombe à 29, c'est le cuivre. Le cuivre. Bon, je vous avais dit que ce ne serait pas très très long, ça a pris quelques minutes de plus, mais on vient de compléter absolument toute cette section d'activité. Il n'y aura pas de deuxième partie, ça veut dire peut-être venir en récupération si on a un petit peu de difficulté à suivre ces graphiques-là. Le truc, c'est de lire le titre, regarder qu'est-ce qui est présenté en abscisse, en ordonnée et en abscisse, pour distinguer comment on a classé, comment on va répertorier les données qu'on retrouve à l'intérieur. Alors, à la prochaine fois, tout le monde!